les portables. Bon, il est là, on va commencer. Donc, nous commençons un nouveau cycle hein, ce matin. Bonjour. Nous commençons un nouveau cycle sur l'introduction, qui est une introduction à la philosophie esthétique. Donc c'est un nouveau thème. Disons, on va faire appel à des choses qu'on a peut-être déjà vues, mais ça m'a semblé intéressant. Et en fait, c'est aussi une conférencière qui m'a donné l'idée de ce sujet. C'est Carole Talon-Hugon, que peut-être certains d'entre vous ont écouté récemment à l'espace Leclerc, l'espace de conférence que certains connaissent bien. Et c'est une professeure de philosophie à Nice, à Nice Sophia Antipolis, qui est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'art, sur l'esthétique. Et elle a publié il n'y a pas très longtemps un ouvrage qui s'appelle « L'art victime de l'esthétique ». Et je vais commencer ce cycle par une citation de Carole, puisque je trouve que c'est exactement le point de vue que je trouve intéressant de développer. Alors elle écrit « La philosophie de l'art, sans histoire de l'art, est vide. L'histoire de l'art sans philosophie de l'art est aveugle. L'art est fait non seulement d'œuvres, mais aussi de mots pour les dire, de concepts pour les distinguer et de théories pour les penser. » Je peux. La philosophie de l'art sans histoire de l'art est vide. L'histoire de l'art sans philosophie de l'art est aveugle. L'art est fait non seulement d'œuvres, mais aussi de mots pour les dire, de concepts pour les distinguer et de théories pour les penser. Et il est vrai que il existe beaucoup d'ouvrages d'histoire de l'art, et que c'est une discipline qui est très largement enseignée, beaucoup moins sur la philosophie de l'art, ce qu'on va appeler philosophie esthétique. Et elle continue, je la cite toujours, « L'adjectif esthétique est aujourd'hui souvent utilisé comme synonyme d'artistique, comme si la valeur de l'art tenait tout entière dans la valeur esthétique. Tel est le paradigme ou modèle esthétique de l'art qui s'est mis en place entre la Renaissance et le XVIIIe siècle, et qui a depuis lors orienté l'histoire des arts en Occident. Mais ces deux mots n'ont pas toujours été synonymes, esthétique et artistique, et cette égalité est bien réductrice, réductrice à bien des égards. Alors, voilà un petit peu l'angle de vue que je voudrais aborder durant ce cycle. Bien sûr, faire référence à des périodes, à des courants, à des styles, donc faire référence à l'histoire de l'art, mais surtout décrypter un peu plus les théories, les visions, les modèles, qu'on peut appeler les paradigmes, avec un mot un peu savant, qui ont traversé les siècles. Depuis l'origine, et ça va encore une fois nous ramener à un philosophe que vous connaissez bien, qui est Platon, jusqu'à aujourd'hui. On s'ennuyait de lui.
vous ennuyez de Platon, eh bien voilà, vous êtes rassurés, nous allons en parler grandement d'ailleurs aujourd'hui, puisque nous allons établir un peu les grands principes du modèle classique, hein, qui va durer plusieurs siècles. Alors, en guise d'introduction, je voudrais aussi vous expliquer que les termes d'art, termes art ou esthétique, au sens que nous leur donnons aujourd'hui, sont en fait une invention récente. Et quand je dis récent, ça veut dire le XVIIIe siècle. Ce qui, à l'échelle, l'histoire et la philosophie de l'histoire est quand même récent. Puisque le terme d'art n'a pris sa signification 18e. Le terme d'art, qu'on emploie beaucoup, n'a pris sa signification actuelle, contemporaine, qu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est à cette époque que va se créer l'habitude d'identifier les arts aux beaux-arts. Mais avant, on était resté fidèle à la leçon d'Aristote, vous voyez quand même 20 siècles avant, qui désignait par le mot art, et je donne la définition de l'époque, mais qui va donc perdurer jusqu'au XVIIIe. Le mot art, c'est tout procédé de fabrication. Tout procédé de fabrication obéissant à des règles et aboutissant à la production d'objets, bien sûr, production d'objets, soit utiles, soit beaux, utile ou beau, matériel ou intellectuel. Je reprends la définition donc, qui va nous accompagner pendant de nombreux siècles. Tout procédé de fabrication obéissant à des règles et aboutissant à la production d'objets utiles ou beaux, matériels ou intellectuels. Donc, ce mot d'art était directement lié à la production, aussi à la technique, la fameuse techné des Grecs. Alors, les objets matériels, parce qu'on dit matériels ou intellectuels. Les objets matériels étaient du domaine des arts mécaniques. Il y avait cette notion d'art mécanique. Et vous allez voir, ça peut paraître surprenant aujourd'hui. Ces arts mécaniques, eh bien, ils comprenaient la peinture, l'architecture. Bon, ça c'est peut-être un peu moins surprenant, l'architecture, la sculpture. Donc c'était les arts mécaniques, la peinture, l'architecture, la sculpture, mais aussi l'agriculture, la confection de vêtements. Vous voyez, donc tout ce qui était production, en fait, d'objets matériels et qui devait suivre un certain nombre de règles, donc on appelait ça un art. Et puis il y avait les objets intellectuels qui dépendaient, alors là non plus des arts mécaniques, mais de ce qu'on appelait les arts libéraux, qui est une très 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 vieille tradition, ces arts libéraux, depuis le tout début de l'ère chrétienne, puisqu'ils ont été mis en place par le fameux Boès, au IVe siècle de notre ère. Les arts libéraux qui se répartissent, et qui se sont répartis depuis très longtemps, et qui ont fait florès au Moyen-Âge, entre les fameuses 7 disciplines qui se subdivisent en trivium. Vous avez le trivium, T-R-I-V-I-U-M, qui est le terme latin qui désigne les 3 voies, ou les 3 disciplines, qui sont la dialectique, la grammaire et la rhétorique. Donc les 3 disciplines maîtresses, trivium, dialectique, grammaire et rhétorique, et puis les 4 disciplines plus concrètes, qu'on appelle le quadrivium, les 4 disciplines, les 4 voies, quadrivium,
rhétorique. Dialectique, grammaire et rhétorique pour le trivium, et le quadrivium avec l'arithmétique, l'astronomie, la géométrie et la musique. Ce qu'on appelait donc les arts libéraux, qui étaient un petit peu assujettis, dans la vision médiévale, au trivium, aux disciplines nobles. Donc voilà ce qu'on appelle art. En fait, jusqu'à la fin du XVIIIe, ce sont donc l'ensemble de ces arts mécaniques et de ces arts libéraux. Quant au mot esthétique, qui est un mot très courant aujourd'hui, lui aussi, il est d'invention récente, et là on a une date très précise. C'est un ouvrage qui s'appelle Aesthetica, ou Esthétique, Aesthetica, écrit par un Allemand du nom de Baumgarten, qui est un disciple de philosophe, un disciple de Leibniz, et qui va écrire en 1750, plein milieu du XVIIIe, cet ouvrage, et où il va utiliser ce terme associé à l'analyse et à la formation du goût. Et donc, c'est de cette époque qu'on peut dire que naît cette notion d'une esthétique liée à ce critère du goût, des goûts et des couleurs, dont on dira à partir de Kant, donc lui aussi 18e, que de cela on ne discute pas. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas, parce que ça fait partie de la subjectivité, de la sensibilité, du sentiment humain, et qu'il est tout à fait normal qu'une même œuvre soit considérée belle par certains et laide ou repoussante ou non belle par d'autres. Mais ça vient du 18e. Donc vous voyez, c'est très très récent, alors que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je crois que c'est un élément qu'on aurait du mal à remettre en cause. Cette subjectivité et la pertinence de cette subjectivité. Est-ce que tu peux nous donner une définition de l'esthétique? Parce que tu me dis... Une définition de l'esthétique. Cette notion est venue à partir du bouquin de Borg. Enfin, le mot. Esthétique, Oui. Quelle est la définition d'esthétique? Alors, ça vient du grec. Alors, ça vient quand même du grec. Aesthesis, qui veut dire sensation, sentiment. C'est-à-dire un élément d'affect qui vient de la contemplation, de la vision d'une œuvre, d'un élément artistique. C'est ça l'étymologie du terme esthétique, aesthesis, la sensation, le sentiment. Et ça, c'est justement donc l'objet du cycle, c'est de montrer comment, dans les différentes visions, ou les différents scénarios esthétiques qu'on va avoir tout au long de l'histoire, comment cette notion de la sensation, du goût, va peu à peu prendre le pas sur d'autres règles, ou des éléments plus classiques qui vont ressurgir régulièrement. Donc à partir de là, on va employer ce terme d'esthétique, à partir de 1750, et le fameux Emmanuel Kant, dans sa troisième critique, la critique de la faculté de juger, qui vient après la critique de la raison pure et de la raison pratique, critique de la faculté de juger, qui publie en 1788, vous voyez, on est très, très proche, eh bien, va reprendre ce terme d'esthétique concernant le jugement du beau et du sublime. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut considérer beau, qu'est-ce qui peut être considéré sublime.
C'est donc là, encore une fois, au XVIIIe, que ce mot voit son usage philosophique clairement établi pour désigner la théorie du jugement, du goût, et pas simplement des règles, comme on va le voir, qui font qu'un objet peut être beau ou pas. Alors, bien entendu, si les mots d'art et d'esthétique sont récents et correspondent à l'apparition d'une discipline très, très précise à partir du XVIIIe, il est évident que la philosophie n'a pas attendu le XVIIIe siècle, et le siècle des Lumières, pour s'intéresser au beau, s'intéresser à l'art. Et c'est pas avec le XVIIIe que ça va s'achever non plus, bien entendu. Mais c'est au niveau des termes. Je trouve ça intéressant de se replonger sur l'origine des termes qui sont récents, même si, évidemment, cette interrogation sur le beau et sur l'art est concomitante de la naissance de la philosophie, donc, évidemment, on va dire pour notre monde occidental, du moins, en Grèce, au 5e, 4e siècle, avant notre ère. Et dans tous les ouvrages qui traitent de philosophie de l'art, eh bien, on va remonter à Platon. Platon et Aristote, qui va avoir un rôle très important, la succession de Platon, et aussi un philosophe qui nous est cher, dont on a souvent parlé, qui est le philosophe néo-platonicien Plotin, qui va consacrer toute une partie de son œuvre à cette réflexion sur le beau. Qu'est-ce que le beau ? Donc voilà, ce que je vous propose dans ce cycle, c'est de voir l'évolution, de comprendre ces fondamentaux de la philosophie esthétique de l'origine à nos jours, étant entendu vraiment là qu'on va se limiter à la philosophie occidentale. Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur les autres traditions qui sont également évidemment aussi très, très riches. Donc on va visiter les principaux moments de la pensée philosophique sur le beau et l'art, en donnant évidemment des exemples, comme disait Carole, d'histoire de l'art pour illustrer de manière concrète ces différents courants. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que, donc de Platon jusqu'à nos jours, la philosophie a toujours entretenu avec l'art une relation privilégiée. C'est-à-dire que dès le départ, la philosophie a intégré la réflexion sur le beau et l'art comme vraiment une partie intégrante, pour ne pas dire essentielle, de sa réflexion. Comme si la recherche des causes, la recherche de degrés dans la vérité, qui est le propre de la philosophie, l'amour de la sagesse, mais aussi l'amour de certaines vérités, de se rapprocher en tout cas d'une certaine vérité, d'une certaine essence, eh bien, conduisait tout naturellement à intégrer ce questionnement sur le beau. Alors déjà, ça, c'est un beau sujet, je trouve, de questionnement. Toujours, la philosophie s'est posé la question de la définition du beau et de l'art. Mais, même si c'est donc un sujet tout à fait récurrent, il y a peu de philosophes qui se sont risqués à écrire une histoire de la philosophie de l'art. Pas une histoire de l'art simplement, mais une histoire de la vision philosophique des différents courants artistiques. Et on en cite toujours trois, parce que c'est les trois essentiels, en fait, philosophie de l'art. C'est Hegel, le philosophe allemand Hegel, donc au début du 19e, donc là aussi très, très récent. On a Heidegger dans les années 30, donc du 20e,
qui lui aussi a essayé de systématiser, disons, ces périodes philosophiques, artistiques. Et la dernière, c'est là encore un Allemand, c'est Ernst Cassirer. Ernst Cassirer, C-A-2-S-I-R-E-R, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, le 20e, à propos duquel nous avions parlé déjà par rapport à cette notion d'homme symbolique, la vision symbolique de la nature et de l'homme. Donc voilà les trois philosophes, vous voyez, ils sont tous allemands, qui se sont intéressés à réfléchir sur la philosophie esthétique. Et ce qu'ils proposent, ce sont des esquisses. On ne peut pas dire que ce soit une théorie complète, même si avec Hegel, il avait la volonté de systématiser sa pensée. Ce sont des esquisses sur ce que pourrait être l'histoire de la philosophie esthétique. Alors, ce ne sont pas donc des théories complètes, ce sont des esquisses, ce sont des visions que l'on peut d'ailleurs discuter, avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord aujourd'hui, avec un petit peu plus de recul. Mais l'intérêt de ces études, c'est quand même de mettre en évidence la succession de grandes structures de pensée, de grandes structures fondamentales, ce qu'on appelle en science souvent des paradigmes, qui est un terme scientifique, c'est-à-dire une vision, un modèle de ce qu'on pense être le monde et l'homme, donc un paradigme, mais qu'on peut tout à fait appliquer au domaine artistique, puisqu'il y a un certain nombre de visions, de modèles, de schémas qui vont apparaître tout au cours de l'histoire et qui vont influencer évidemment grandement, qui vont modeler les œuvres d'art et les artistes dans tous les domaines. Donc, des paradigmes esthétiques qui vont se succéder, qui vont évoluer, et il y a plusieurs éléments, évidemment. Qu'est-ce qui constitue ces paradigmes ? C'est comme en science, il y a un certain nombre d'hypothèses, et c'est toujours intéressant de voir que quand il y a un paradigme qui est en train de changer, quand il y a des éléments qui sautent de l'ancien paradigme, c'est-à-dire des choses auxquelles on était vraiment très accrochés, comme le fait que, je sais pas moi, le soleil tourne autour de la Terre. Bon, ça fait partie du paradigme copernicien, géocentrique. Bon, très bien. Le jour où ce paradigme est un peu bousculé, invalidé, alors c'est comme s'il y a plein d'autres éléments qui n'attendaient que ce moment pour fleurir. Et là, ce sont des éléments qui vont s'organiser, se combiner pour constituer un nouveau paradigme. C'est-à-dire une nouvelle façon de voir les choses. Par exemple, l'héliocentrisme. Tiens, et si la Terre et toutes les planètes tournaient autour du Soleil, et ça libère une créativité extraordinaire, et on va voir la même chose dans l'art. À partir du moment où un paradigme s'éteint, ou éclate, eh bien, il y a des éléments qui vont apparaître et qui vont constituer le nouveau paradigme. C'est-à-dire la nouvelle façon de voir les gens dans laquelle vont s'engouffrer de nouveau, soit les scientifiques, soit les artistes, et ça va durer comme ça quelques décades ou quelques siècles, jusqu'au moment où de nouveau ce paradigme va un petit peu s'épuiser. Donc c'est intéressant de voir que dans l'art, c'est le même processus qu'on observe dans les sciences. Donc j'ai retenu quelques éléments, j'en ai retenu 5 éléments qui sont constitutifs de ces paradigmes. C'est-à-dire que quand on étudie un courant artistique, de quelque art qu'il soit, eh bien, on peut se poser un certain nombre de questions sur comment l'artiste voit les choses, à quel paradigme il appartient. Donc 5 éléments qui vont constituer ces différentes visions esthétiques.
il y en a peut-être d'autres, hein, pas forcément exhaustif, mais je trouve que ces 5-là sont importants. Alors d'abord, la définition du beau. C'est pas un élément mineur. Comment le beau est-il défini? Comment se distingue-t-il du laid, qui est l'opposé en général du beau? Alors, ce beau, est-ce que c'est une essence? Est-ce que c'est un principe? Est-ce que c'est une idée, comme va dire Platon, considérée en elle-même, c'est-à-dire indépendante de la nature de l'art? Le beau est, indépendamment de l'art ou des artistes. Ou bien, est-ce qu'il n'est définissable que par les sensations, justement, que par les sensations, les sentiments qu'il fait naître? C'est-à-dire, est-ce que le beau a besoin d'individus, d'êtres humains qui le contemplent et qui ressentent des choses à son contact? Ça, c'est une première grande question. Et c'est là, justement, la bascule qui va s'opérer au XVIIIe. Vous allez voir, avec le modèle classique qu'on va commencer à voir aujourd'hui, c'est assez évident. Donc, la définition du beau. Et il est certain que si on ne partage pas la même définition du beau, on ne va pas trouver les mêmes œuvres, belles ou non. Ça, c'est quand même un élément essentiel. Donc, beaucoup de disputes ou de polémiques sur telle œuvre est-elle belle ou pas, pourraient être éclairées à la lumière de cette question. Toi, tu appelles quoi le beau? C'est quoi pour toi le beau? Quelle définition du beau pourrais-tu donner? Et on voit que... Voilà, c'est ce qui me plaît. Donc, ça, c'est une définition, mais qui n'est pas forcément partagée. Pas forcément la mienne, qui n'a pas beaucoup d'importance en l'occurrence, mais qui n'est pas forcément partagée par tous. Et c'est là où commence le frottement, la friction, puisque il y a ce qui me plaît, on peut aussi quand même se questionner sur, justement, qu'est-ce qui me plaît? Est-ce qu'il n'y a pas des éléments récurrents qui reviennent dans les œuvres qui me plaisent? Ça, c'est toute la question, justement, qu'on va se poser. Donc, premier élément. Deuxième élément, qui constitue un peu ces paradigmes esthétiques, où se trouve le beau? Le lieu où il se trouve, qui évidemment, c'est un élément qui est relié à la définition qu'on va donner. Où se trouve-t-il? Est-ce qu'il se trouve dans la nature? Est-ce qu'il se trouve dans Dieu? Est-ce qu'il se trouve dans l'âme humaine? Et s'il se trouve dans l'âme, où dans l'âme? La localisation du beau, c'est pas simplement la définition du beau, mais la localisation. Où va-t-il se trouver? Ce qui va nous amener au troisième élément, c'est pas forcément dans un ordre d'importance, c'est le statut de l'art par rapport au beau, justement, ou à la notion peut-être d'une vérité. Comment se situe l'art par rapport au beau? L'art a-t-il un statut inférieur, je dirais, par rapport au beau, dans le sens où il ne peut qu'imiter le beau qui est dans la nature, par exemple? Et dans ce cas-là, l'artiste sera un imitateur, un interprète, il ne sera pas un créateur, puisque si le beau c'est une chose qui est dans la nature, il ne pourra qu'imiter, imiter après on le verra de multiples manières. Ou bien est-ce que l'art, qui est une donc, discipline humaine, est-il supérieur au beau qu'on trouve dans la nature? Peut-on dépasser, sublimer, dépasser le beau de la nature par la création artistique, justement? Et dans ce cas-là, l'artiste
peut se considérer presque comme un démiurge, hein, comme un créateur, un créatif, qui va prolonger ou parachever la création de l'univers, hein, puisqu'il va apporter du beau qui n'existait pas dans la nature. Donc là, c'est très important pour savoir comment se situe l'artiste, hein, par rapport à ce beau. Cette notion de la beauté. Quatrième élément, justement, comment est ressenti le beau? Quels sentiments, quelles sensations fait-il surgir? Et donc, c'est tous les liens du beau avec le désir, avec le plaisir. Hein, et beau, ce qui me plaît. Hein, ce qui va être une des grandes réflexions de Kant. Hein. Donc, quels sont les effets que produit le beau? Quels sont les moteurs éventuels qui nous conduisent au beau? Ça, c'est une autre grande question. Et selon la manière dont on y répond, eh bien, on ne verra pas du tout l'art et l'esthétique de la même manière. Et enfin, la production artistique, c'est-à-dire la manière dont l'artiste conçoit ou réalise son œuvre. Oui, la production artistique. Est-ce qu'on est dans l'imitation, dans la création, dans l'innovation, dans la destruction, ou la reconstruction? Enfin, vous voyez, ce sont des questions qui traversent toutes les réflexions, hein, de l'histoire de l'art. L'œuvre d'art n'est-elle qu'une marchandise? Ou est-elle autre chose qu'une marchandise qui a un prix, hein, sur un marché de l'art? Et est-elle une production immatérielle, hein? Intéressant, par exemple, de constater que ce n'est que depuis quelques années, 3-4 ans, que l'UNESCO, par exemple, s'intéresse au patrimoine immatériel des sociétés. Vous savez, jusqu'à maintenant, il y avait les patrimoines protégés par l'UNESCO. Ce sont essentiellement des monuments. Il y en a beaucoup par le monde, et tant mieux des villes entières qui sont patrimoine de l'UNESCO. Et tout ça, c'est du patrimoine matériel, considéré comme matériel. Et maintenant, il commence à réfléchir à la protection de patrimoine immatériel, qui sont des œuvres musicales, des traditions, d'éléments du folklore, hein, des chants, des danses, que sais-je, qui nécessitent et qui méritent aussi d'être protégés, comme des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'on sort du simple monument, considéré comme œuvre d'art à devoir protéger, pour l'élargir à d'autres productions artistiques. 2010, 2009, 2010. Vous voyez, c'est quand même incroyable que c'est demander tout ce temps pour parler d'un patrimoine immatériel. La musique et quoi? Et la musique, oui, justement, les chants, et là, bon, c'est par rapport au côté mondial, c'est énormément les traditions, les folklores, des choses qui se transmettent souvent par voie orale, où il n'y a pas d'écrit, et qui sont considérés maintenant comme des éléments à protéger. Mais pour dire que, voilà, c'est des questions. Est-ce que c'est des marchandises, donc des produits matériels ou immatériels? Et n'y a-t-il pas plus de beau encore dans ces productions immatérielles que matérielles? Enfin bon, simplement pour faire réfléchir. Alors, par rapport à ces 5 éléments, hein, donc définition du beau, localisation du beau, statut de l'art, réception, hein, du beau, réceptivité par rapport au beau, production artistique, selon ces 5 éléments, on va déterminer donc 3 grands modèles, hein, 3 grands paradigmes esthétiques qui vont nous amener donc de Platon jusqu'à aujourd'hui.
Encore qu'aujourd'hui, dans notre époque post-moderne, on peut se poser, je pense, la question s'il y a encore un paradigme qui est à l'œuvre, et lequel, ou si nous sommes en recherche d'un nouveau paradigme. Alors, ces trois modèles, eh bien, c'est très simple. C'est le modèle classique, ce qu'on va appeler en art le modèle classique, c'est classique, voilà. Et dans chaque courant, on va trouver parfois des retours au classicisme. Donc c'est un terme vraiment très qui va couvrir l'essentiel de notre histoire, c'est-à-dire de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe. Et qui va englober donc l'art de l'Antiquité grecque, de l'Antiquité romaine, byzantine, l'art du Moyen-Âge, chrétien donc, en grande partie, l'art de la Renaissance aussi, qui va évidemment être inclus dans ce modèle classique, avec des variantes, bien entendu. Mais les variantes ne doivent pas cacher la pérennité de ce modèle. On verra évidemment avec le modèle classique, qu'on va commencer aujourd'hui avec l'Antiquité, et qu'on continuera la semaine prochaine avec le Moyen-Âge et la Renaissance. Bien entendu, il y a des variantes. Elles ne doivent pas cacher. Mais elles ne doivent pas cacher la continuité du modèle. C'est-à-dire, on a une continuité du modèle classique, et le christianisme va revêtir dans son art, on verra aussi les différences entre l'art roman, l'art gothique, l'art de la Renaissance. Il va y avoir des habillages, des formes évidemment différentes, mais les principaux éléments constitutifs du modèle classique vont continuer. Quand on va parler du beau qui est lumière, par exemple, dans l'Antiquité, eh bien, on va continuer à parler de ce beau lumière au Moyen-Âge. Les cathédrales gothiques sont un exemple de ce beau qui est défini comme de la lumière, et de la lumière divine. Ce qui est le propre du modèle antique, de la lumière, pas forcément du Dieu, mais des idées. Donc il y a continuité de ce modèle classique. C'est pour ça que dans chaque courant, dans chaque culture, on pourra parler de moments de classicisme, de moments classiques, où on revient à des éléments de ce paradigme. C'est très évident, par exemple, dans l'art du visage romain, où au départ il va y avoir des représentations très réalistes des visages représentés par les sculpteurs romains, et qui font une rupture par rapport à l'idéalisation des visages grecs, par exemple. Mais à Rome aussi, il y a des périodes où on va revenir à plus de classicisme, et où on va donc effacer par exemple les outrages du temps sur les visages des gens qu'on représente, pour à nouveau les représenter comme une forme idéale, ou idéalisante. Donc il y a souvent ce retour à une volonté plus classique. Alors, en très bref résumé, ce modèle classique, il définit l'œuvre d'art avec une certaine objectivité, c'est-à-dire que l'œuvre d'art est définie par sa capacité à incarner dans le monde sensible, dans le monde des matériaux, des couleurs, des formes, les propriétés harmonieuses d'un ordre du monde. C'est ça, on peut dire un peu la définition de l'œuvre d'art classique, c'est qu'elle est là, pas pour faire plaisir, pas pour plaire, pas pour réveiller telle ou telle sensation, mais pour incarner des règles ou un ordre du monde qui existe à part elle, au-delà d'elle. Et surtout, cette qualité d'harmonie qui est supposée constitutive de l'ordre du monde, de l'ordre de l'univers.
Et donc, l'artiste classique est un canal. Il n'est qu'un médiateur ou un canal de cette harmonie cosmique, de cet ordre du monde, pour pouvoir lui donner forme, soit dans à travers une statue, une peinture, un monument, que sais-je, une œuvre musicale, mais il y a un ordre préexistant. Et c'est là où le statut de l'art est un petit peu infériorisé par rapport à ce statut ontologique du beau et de l'ordre du monde. C'est-à-dire, statut ontologique, c'est-à-dire qui est, et qui n'est pas discutable. D'où évidemment la fonction parfois idéalisante ou idéalisatrice ou idéale de l'art, qui représente pas forcément les êtres comme ils sont, concrètement, de manière réaliste, mais comment on voudrait les voir, ou comme l'idéal de l'être serait. Bon. Mais on a trouvé qu'il peut interpréter quand même cet ordre. De toute façon, il l'interprète, parce qu'il est humain. L'artiste est un être humain qui va forcément interpréter. Mais c'est très différent de se situer en transmetteur ou en canal d'une énergie ou d'un principe qui dépasse, que de se dire, bon, moi je vais créer. Je vais faire comme le démiurge, je vais créer quelque chose qui n'a jamais préexisté avant, qui n'a jamais existé avant. C'est complètement différent. Je sais pas, ça peut se justifier aussi, mais l'important est de le savoir. Alors, donc, ça c'est le grand modèle qui va durer jusqu'au 18e, j'insiste lourdement. Et au 18e, il y a cette révolution du goût, la révolution du jugement, du goût, de la sensation. Et là, on va avoir un deuxième modèle qui est celui de Kant, qui lui appartient en propre, un modèle pour lui tout seul, puisque c'est lui qui va introduire ce modèle critique, critique de la faculté de juger, où il va introduire le sujet affectif, le sujet pensant. Bon, et pour Kant, c'est beaucoup le sujet pensant. Et donc, il va s'interroger sur qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le sublime. Et la beauté, à partir de lui, devient subjective. C'est-à-dire que chacun peut avoir sa conception du beau, même si Kant va quand même conclure que le beau est ce qui plaît universellement. Cette fameuse phrase, la critique de la faculté de juger, le beau est ce qui plaît universellement sans concept. C'est-à-dire au-delà de toute raison, de toute conception rationnelle, le beau est universel. Et là, et par là, il retrouve quand même cette idée essentielle du modèle classique. Puisque dans le modèle classique, ce qui est beau est universel, puisqu'on est de l'ordre de l'être, et de l'idée chez Platon, et ça c'est forcément universel. Ce qui, n'est-ce pas, de nous interroger, puisque on voit bien qu'il y a un certain nombre d'œuvres d'art qui sont admirées, qui sont objets d'une fascination de par des individus qui n'appartiennent pas du tout à la même culture, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas forcément les mêmes critères esthétiques du beau. Donc, le beau est-il universel ? Donc, Kant, c'est tout son mérite, remet vraiment sur le devant de la scène cette problématique du goût et de la subjectivité du goût, mais aussi cette universalité de la notion du beau. Et le troisième paradigme ou modèle, qui est le modèle romantique. Alors, le modèle romantique, qui est principalement allemand, et qui va intégrer au plus haut point la sensibilité,
les états d'âme, la passion, hein, c'est-à-dire tout le ressenti de l'œuvre d'art. Et c'est le romantisme donc, qui apparaît fin du XVIIIe, XIXe. 19e est le grand siècle du romantisme. C'est ce romantisme qui probablement est le fondement de l'esthétique au sens actuel du terme. C'est-à-dire quand on parle aujourd'hui d'art, d'esthétique, on se réfère en grande partie à ce modèle romantique. Alors c'est un modèle qui n'a pas un auteur, un peu comme le modèle de Kant, mais plusieurs. En général, on cite Schelling, qui est philosophe et poète, Schelling et Schopenhauer. Schopenhauer, grand philosophe allemand aussi, qui s'intéressait beaucoup, lui, à la musique. Donc là, la poésie, musique, qui sont deux grandes disciplines très développées par le courant romantique. C'est ce romantisme qui est actuellement... Oui, disons que quand on parle aujourd'hui d'esthétique, on se réfère davantage à ce modèle où il y a vraiment la subjectivité du sujet qui est en premier plan que du modèle classique, même si ce modèle classique est toujours à l'œuvre. Y compris dans des œuvres peut-être qu'on n'attendrait pas être reliées à ce modèle classique. Je pense à la peinture, par exemple, d'un Klee ou d'un Mondrian ou d'un Kandinsky, qui sont extrêmement abstraites. Mais cette abstraction symbolique est davantage en fait reliée au modèle classique qu'au modèle romantique. Donc voilà, ce modèle classique continue d'exister et d'être représenté dans l'art contemporain. C'est-à-dire que la peinture moderne contemporaine actuelle, elle s'intègre dans le modèle classique? Pas tout. Non, pas tout, parce que tu... de concept maintenant. Oui, je crois enfin, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de l'art, mais je crois qu'on ne peut pas parler d'une peinture moderne contemporaine en généralisant. Il y a des courants. Et quand on étudie les courants surréalistes ou impressionnistes ou cubistes, bon, c'est là où il est bon de s'interroger justement sur les éléments. Je citais les peintures de Mondrian, de Kandinsky, parce qu'elles semblent très, très conceptuelles ou abstraites, mais en fait, elles peuvent, par rapport au questionnement qu'il y a derrière, se rattacher davantage au modèle classique. Que le but n'est pas tant de créer une sensation ou un sentiment, que de revenir, c'est un peu comme l'ascension qu'on trouve dans le modèle classique, de revenir à ce qui est essentiel dans l'être. D'où ce côté très épuré, très... la pureté, ouais. Voilà. L'éclat de l'être. Oui. Bon, c'est en ce sens qu'il se rapproche beaucoup et qu'il est une forme du modèle classique, beaucoup plus que du modèle romantique. Hein? Après, ça plaît pas, mais il y a un questionnement derrière. Hein? Voilà, donc ça permet un peu de revisiter justement les catégories. Alors, et on se posera la question, effectivement, dans la cinquième conférence, sur aujourd'hui, quel modèle est-ce qu'on vit encore sur... ce sont du modèle romantique ou... Wagner, c'est romantique alors. Wagner, la musique de Wagner. Ah, la musique de Wagner. Oui. Je pense qu'il y a il y a du romantisme, il y a beaucoup de classiques aussi. Hein, par rapport. C'est pour ça que je vous ai présenté les 5 éléments du paradigme esthétique, parce que je crois que c'est intéressant de se poser ces questions quand on aborde justement une œuvre, un compositeur, une œuvre musicale, poétique ou autre, parce que c'est pas aussi évident qu'un artiste soit complètement dans un modèle ou dans l'autre. Hein. Il y a évidemment des influences et puis des combinaisons. Mais il y a des éléments quand même essentiels qu'on va retrouver. C'est pour ça, je trouve que c'est intéressant. Bon,
comment se considérait l'artiste en question, où est-ce qu'il voyait le beau, comment il définissait le beau, et on a des écrits ou des témoignages qui peuvent nous aider pour éviter les étiquettes souvent réductrices. Et qu'est-ce qu'on fait de la technique là, dans ce domaine? Ça compte la technique, que ce soit au niveau de la musique, au niveau de la peinture? Bien sûr. Alors, les innovations techniques, elles vont enrichir, elles vont évidemment moduler. Oui, oui, mais qui permet d'autres formes. Mais là aussi, il faut distinguer ce qui est formel de ce qui est essentiel. C'est-à-dire, quand un artiste grec représentait une statue, faisait une statue en bronze plutôt qu'en marbre, qu'est-ce que ça voulait dire? Le marbre va apporter d'autres possibilités que le bronze. Mais, pour donner cet exemple qui me vient à l'esprit, pourquoi le bronze? Eh bien parce que pour eux, c'était d'abord une matière qui leur permettait de représenter des choses que la pierre ne pouvait pas. Mais aussi, il y avait cette idée de pérennité. Et là, ils se sont trompés. Ils se sont gravement trompés, parce que la plupart des œuvres en bronze ont été fondues, et donc maintenant, ce qu'on a, c'est des répliques en marbre. Bon. Qui sont très belles, mais qui n'ont pas forcément la puissance d'expression du bronze. Donc, l'utilisation de tel ou tel matériau est signifiante. Ça veut dire quelque chose aussi, d'utiliser telle matière plutôt que telle autre. Et qu'est-ce qu'on représente aussi, bien entendu, est important. Est-ce qu'on représente des dieux? Est-ce qu'on représente des héros? Est-ce qu'on représente des hommes du peuple? Est-ce qu'on représente une cuvette de WC? Du chant. Qu'est-ce qu'on imite? Qu'est-ce qu'on va? Ça, c'est très important. Le choix du sujet. Et la fonction symbolique? Oui. On la retrouve partout. La fonction symbolique, elle est absolument partout, puisque à partir du moment, par exemple dans le modèle classique, l'œuvre d'art doit incarner quelque chose, c'est-à-dire passer du monde de l'idée ou de l'esprit à la matière, c'est un symbole. Enfin, c'est la définition même du symbole, un médiateur. Donc toute œuvre d'art, d'un point de vue classique, est un symbole. Donc la fonction symbolique, elle est partout. Dans le modèle romantique, cette fonction symbolique, elle est moindre. Elle est moindre, puisqu'on cherche davantage à émouvoir, à capter la sensibilité, le sentiment. Donc là, c'est une fonction symbolique peut-être qui est toujours là, mais à l'arrière-plan. Quand on voit, ça c'est le cas extrême, l'art égyptien, avec les statues de dieux ou de pharaons, cette structure très, très hiératique, avec cette position toujours la même, où on ne reconnaît pas un pharaon d'un autre, parce qu'il y a une idéalisation de la fonction du personnage. Bon, là, évidemment, on a à l'œuvre tout le temps, partout, la fonction symbolique. Le temple est évidemment aussi une architecture symbolique, enfin, tout est symbole dans le modèle classique. Et avec les Grecs, ça va être repris, puisque de toute façon la Grèce est extrêmement héritière de l'Égypte, et il va y avoir par exemple dans la Grèce toute une évolution de l'art archaïque, qui est un art très égyptien, avec les fameuses statues de Kouros ou de Corée féminines qui sont de l'art égyptien pratiquement, enfin gréco-égyptien, et puis l'art grec va se libérer un petit peu de cela, et jusqu'à par exemple l'art hellénistique, qui est beaucoup plus, on va dire, vivant, beaucoup plus humain, mais de fait moins métaphysique. Ce que j'entends par fonction symbolique, c'est une fonction métaphysique. Et plus on va aller vers le réalisme, moins il y aura d'éléments métaphysiques. Bon, ça, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure par rapport à l'art grec. Ça va ? Alors, est-ce qu'on attaque le modèle classique ?
parce qu'il y a plein. Oh là là, j'ai fait une introduction très longue. Je pense qu'on va faire une petite pause. Alors, donc la philosophie classique du beau, hein, on peut dire qu'elle naît en Grèce. J'insiste, hein, toujours pour notre monde occidental. Hein. Vous savez que j'aime beaucoup le style Orient, donc, mais là on se réfère à l'Occident. Et qu'on le veuille ou non, c'est Platon qui va en régler, en fixer hein, les règles et en définir le statut. Puisque on se rend compte que dans ce questionnement platonicien, ce qu'est le beau, ce qu'est la beauté, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui ne l'est pas, fait partie intégrante du questionnement philosophique. Et il y a 3 dialogues de Platon qui nous intéressent de ce point de vue, qu'on connaît déjà. Il y a l'Hippias majeur, Hippias, du nom de Hippias, du sophiste Hippias, H-I-P-I-A-S, qu'on avait étudié, qui est un dialogue qu'on avait étudié, qui est un dialogue consacré entièrement à la question du beau. Et puis, il y a 2 autres dialogues qui vont nous intéresser, qui sont le fameux banquet et le Phèdre. Alors, si on revient à l'Hippias majeur, j'y reviens parce que c'est le dialogue donc, sur le beau. Hein, donc, si vous voulez compléter les références, c'est le dialogue qu'il faut lire. Et c'est dans ce dialogue qu'il va y avoir la construction du modèle classique. Hein, c'est vraiment le texte de référence pour comprendre ce qu'est ce modèle classique de l'esthétique. Donc pour définir la beauté, je vais aller assez vite hein, en rappel. Pour définir la beauté, Platon commence par dire ce qu'elle n'est pas ou là où elle ne peut pas être. Parce que, bon, vous connaissez le principe hein, du questionnement. Et toi, Socrate, qu'est-ce que tu penses? Et toi, Hippias, comment tu définis le beau? Qu'est-ce qui est beau? Et donc, il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés, qui sont réfutés tour à tour. Donc, qu'est-ce que le beau n'est pas? Eh bien, le beau, déjà, ne peut pas résider dans un être particulier, dans un être singulier. Puisque ça, c'est le premier exemple qu'Hippias va prendre, voilà. Le beau, j'ai l'exemple d'une belle jeune fille, une belle femme. Bon. Et donc, déjà, dire non. Le beau ne peut pas résider dans un être particulier. Dans cette recherche d'essentialité et d'universalité aussi, hein, qu'il y a évidemment chez Socrate. Le beau ne réside pas non plus dans la qualité de l'or. Parce qu'à un moment donné, Hippias dit, ce qui est beau, voilà, c'est l'or. Il n'y a pas un plus bel exemple de ce qui est beau que l'or, hein, ce matériau noble par exemple. Non plus. Ni dans la totalité d'une vie heureuse. C'est cette idée que ce qui est beau et ce qui est bien aussi, hein, donc chez les Grecs, donc tiens, une vie heureuse pourrait être une belle vie. Non. Tout ça sont des arguments ou des exemples qui sont réfutés parce que ça ne correspond pas à l'exigence hein, de totalité et d'universalité qui est réclamée. Donc, au terme des premières interrogations, on reste toujours sur sa fin, et puis le questionnement continue, et il y a d'autres hypothèses qui sont données. Tiens, le beau peut se trouver dans l'ornement, dans la parure, hein, dans le côté décoratif. Bon, mais c'est réfuté aussi, parce qu'il peut y avoir des objets sans ornement, sans parure, qui sont aussi beaux, hein, donc ce n'est pas valable. Ce qui est beau, c'est ce qui est utile. Bon, réfuté aussi, puisqu'on peut avoir des choses totalement inutiles qui soient belles, et tout ce qui est beau n'est pas forcément utile non plus. Bon. Et enfin, c'est le plaisir de l'ouïe et de la vue. Donc vous voyez, déjà chez Platon, il y a ce questionnement, bien sûr, que le beau est lié au plaisir. Et au plaisir des 2 sens fondamentaux, hein, au moins pour les Grecs, qui sont la vue et l'ouïe.
Mais là aussi, c'est réfuté parce que ces sens sont réducteurs, et puis il peut y avoir des choses belles qui ne fassent pas forcément plaisir ni à l'ouïe ni à l'œil. Donc, on a dans l'Hippias tous ces questionnements, et qui terminent sur une aporie, donc sur une impasse, où finalement, à la fin du dialogue, on n'a pas la réponse, on n'a pas la définition du beau, mais on a déjà déblayé le terrain, savoir ce que n'est pas déjà le beau, où il n'est pas. Et c'est pour ça qu'on se réfère aux deux autres dialogues, qui sont le Phèdre et surtout le banquet, où là, on va avoir une définition beaucoup plus précise de ce qu'est le beau. Le beau ou la beauté. Le beau. Pas simplement ce qui est beau, mais le beau. Et là, c'est en ce sens qu'on a donc dans la philosophie de Platon les fondamentaux de ce modèle classique. La beauté va être définie comme une caractéristique essentielle du monde des idées. Une caractéristique essentielle du monde intelligible, du fameux monde intelligible. Donc quand Platon parle des idées, eh bien, il évoque toujours leur beauté. Donc la beauté ne réside pas dans un endroit particulier, mais dans l'essence des choses. Cette fameuse essence, Dominique aime bien. L'essence, l'apostrophe. L'essence ou l'essence, ça pourrait être le titre d'un livre. L'essence ou l'essence, c'est la grande rupture. Ah non, pas du tout. Parce que c'est le vrai sujet. C'est le point de rupture entre les idéalistes, les empiristes. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus important, l'essence ou l'essence? Donc pour Platon, le choix est clair, qu'il y a ces fameuses idées qui sont atemporelles, universelles. Il y a l'idée du beau, il y en a deux autres, il y a l'idée du bon, il y a l'idée du juste ou du vrai, et puis il y a la super idée qui chapeaute les autres, qui est l'idée du bien, du souverain bien, du bien qu'il va représenter par le soleil. C'est dire aussi si l'idée du beau va être inextricablement liée à la lumière. Et ça, c'est très très important, ce que va beaucoup reprendre le Moyen-Âge, avec la théologie de la lumière. Le beau est forcément lumineux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y ait rapport avec l'obscurité, avec le moindre lumineux, mais c'est vraiment cette vision que le beau est lumineux, est clair. Donc la beauté, dans ce modèle classique où le beau s'identifie à la lumière de l'être, c'est-à-dire l'être premier dont tout dépend. C'est pour ça qu'on remonte aux sources, à l'origine, au principe. C'est pour ça que le beau, la beauté, est un concept métaphysique. C'est un concept métaphysique et c'est le rôle de l'artiste que d'incarner dans la matière sensible, avec des formes, avec des sons, avec des couleurs, ces principes métaphysiques. Et plus il y a du métaphysique et de l'être, plus il y a de beauté. Si tant est qu'on puisse quantifier quelque chose qui est avant tout qualité. Mais le beau est dans l'être, le beau révèle l'éclat et la perfection de l'être. Le beau révèle l'éclat et la perfection de l'être, c'est-à-dire qu'il y a une relation presque d'égalité ou d'identité entre le beau et l'être. C'est-à-dire le monde intelligible qui va se refléter dans le monde sensible, mais qui est fondamentalement différent du monde sensible. Ce monde sensible participant du monde intelligible. C'est pour ça qu'une réalité sensible pourrait être belle,
que si elle participe, si elle s'accroche au plan métaphysique. Et c'est pour ça que dans les œuvres, par exemple, grecques, et qu'on va retrouver évidemment à la Renaissance, il y a un élément très important qui va tout le temps être là, c'est la présence du nombre et surtout des proportions, les fameuses justes proportions qui vont définir les canons d'harmonie, oui, entre autres le nombre d'or, c'est-à-dire qu'il y a une harmonie des proportions qui vont être reflétées dans la matière, qui sont les reflets de l'harmonie cosmique. Hein. Oui, il y a des éléments qui sont constants. Donc on parle toujours effectivement de la fameuse divine proportion, la proportion dorée, nombre d'or, mais qui sont des proportions qu'on va retrouver dans le corps humain. Et on sait que les Grecs étaient très attachés à la représentation du corps humain, puisque la perfection du corps humain était pour eux un exemple majeur de la perfection du monde, de l'univers. Puisque nous sommes faits selon des proportions divines, hein, même si on l'oublie parfois. Si. Donc, c'est ce principe platonicien qui va régir tout ce qu'on appelle le classicisme, le classique. C'est-à-dire que la beauté du sensible, la beauté du monde sensible, la beauté de l'œuvre renvoie toujours au plan métaphysique. Donc l'existence de la beauté dans notre monde est une preuve de l'existence de ce plan métaphysique, puisqu'il n'y a pas de beauté sensible qui ne soit reliée à une beauté, à la beauté intelligible, donc au beau. Donc la vocation de l'art antique, de l'art classique, est donc de mettre en scène, d'incarner une vérité tenue pour supérieure. L'œuvre d'art antique remplit une fonction sacrée, donc une fonction de médiation, donc une fonction symbolique, comme disait Yves tout à l'heure, une fonction symbolique, de refléter un ordre cosmique. C'est-à-dire que cette œuvre d'art antique exprime peu l'inspiration subjective de l'artiste, qui est vraiment totalement secondaire par rapport au fait d'incarner des principes métaphysiques. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller dans les musées et de contempler un certain nombre d'œuvres pour pas simplement en voir le côté justement sensible, plaisant, sensible, sensation, mais d'essayer de déceler quels principes métaphysiques sont à l'œuvre, sont incarnés, sont mis en scène dans la sculpture, dans la colonne, dans l'architecture, dans la musique. Oui, mais cette inspiration subjective, justement, c'est ça, c'est l'instinct de l'artiste qui le rapproche de l'universel non. Donc l'inspiration subjective a sa raison d'être, elle dépasse l'artiste. L'inspiration lui permet d'être un canal, mais d'être, au service d'eux. C'est ça qui est très différent. Est-ce que l'artiste se considère un canal, un médiateur, au service de quelque chose qui le dépasse, au service du nombre, au service de la proportion dorée, au service de l'harmonie, et donc il va faire son œuvre, et en général, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette œuvre? Elle est anonyme. Il n'y a pas ce besoin de signer l'œuvre, même si, par exemple, chez les sculpteurs grecs, on se rappelle d'un Praxitèle, d'un Phidias, ou d'un Polyclète, mais c'est souvent les autres qui ont fait leur réputation. Mais il n'y a pas ce besoin d'apposer sa signature sur l'œuvre, puisque l'artiste ne se met pas en avant. Et ça, disons qu'elle s'efface. Cette personnalité de l'artiste s'efface devant l'œuvre qui est un symbole et qui a une fonction sacrée. Il est presque un outil, en définitive. Oui, il est un canal, un moyen, un médium, voilà, mais qui a toute son importance.
Parce que tous les sculpteurs n'ont pas été des Phidias. Et pourquoi on parle de Phidias ou de Praxitèle aujourd'hui? C'est parce qu'il y a quelque chose justement dans leur œuvre qui dépasse, qui est au-delà du génie humain. C'est-à-dire ils ont capté quelque chose. Et ce qui permet de comprendre aussi pourquoi c'est souvent toujours les mêmes œuvres ou les mêmes monuments ou les mêmes œuvres musicales ou autres qui sont écoutées parce qu'elles transcendent l'espace et le temps. Elles transcendent l'espace et le temps. Qu'est-ce que ça veut dire transcender l'espace et le temps? C'est-à-dire qu'elles contiennent des éléments métaphysiques. Et pas simplement du lieu ou de la culture donnée. Et c'est en ce sens qu'il y a une fonction symbolique de l'art, donc médiatrice, et c'est ça qui fait qu'on peut être ému par une œuvre qui n'appartient pas à sa culture, hein, à son espace-temps culturel habituel, parce que l'œuvre contient des éléments universels. Mais pour toucher à l'universel, il faut monter au plan métaphysique. Sinon, on dira, oui, bon, c'est joli, c'est bien, je ressens quelque chose, mais il y a trop de subjectivité spatio-temporelle. Vous pouvez donner des exemples de principes métaphysiques? Oui. Yes, j'y viens. Donc, justement, ce que je voulais expliquer, c'est que le beau ne se définit jamais purement et simplement par le plaisir qu'il procure. Et s'il y a donc cette universalité ou cette atemporalité, c'est qu'il y a un certain nombre de règles et de critères. Et là, je vais vous en citer quelques-uns. J'en ai sélectionné 7 ou 8, qui sont les règles du modèle classique. Il y aura des variantes, mais ce sont des règles quand même assez fixes. Alors, première règle, c'est les règles classiques de la définition de ce qui est beau, ou du bel objet. D'abord, l'ordre et l'harmonie. L'ordre et l'harmonie. Comme disait Plotin, la beauté, le beau, réside dans l'accord et la proportion des parties entre elles et avec le tout. L'harmonie n'est pas quelque chose d'absolu, mais réside dans les justes proportions. Donc, il y a une recherche d'ordre et d'harmonie. On dirait, bon, mais c'est subjectif. Disons que on a des textes, par exemple le canon de Polyclète, qui est donc un grand sculpteur grec, qui avait écrit un traité où il définit très très précisément les proportions du corps humain, les proportions harmonieuses du corps humain. Bon, c'est ce qui sera repris par la suite. Et là, c'est au centimètre près, c'est-à-dire, et c'est là où on voit qu'une œuvre peut incarner vraiment, de manière idéale, ce canon ou pas. Et l'harmonie réside dans le fait d'incarner parfaitement ce canon. Donc, l'ordre et l'harmonie, c'est la juste proportion donc des parties entre elles et des parties avec le tout. Donc, à l'inverse, tout ce qui est désordonné, disproportionné, disloqué, c'est un peu abrupt, de dire, mais est non beau, n'appartient pas à ce critère. Donc, ça suppose évidemment toute une vision de l'univers qui contient cette règle d'ordre et d'harmonie. C'est-à-dire que le démiurge, pas le créateur, mais celui qui a organisé l'univers, eh bien, il a conçu le monde avec un certain nombre de règles d'organisation, d'ordre et d'harmonie. Deuxième critère, l'idée d'intégrité ou de totalité. Intégrité, totalité. C'est-à-dire, le bel objet se doit d'être entier. Il doit correspondre complètement à ce qu'il doit être. Il est achevé, il est accompli. Donc, par exemple, tout ce qui sera esquisse, ébauche, œuvre non terminée, non parvenue à son terme, ne peuvent être qualifiées de belles.
le beau, c'est ce qui est intègre, ce qui est entier, ce qui est complet, qui fait à elle seule une unité. Il y a dans l'unité de l'œuvre la totalité de l'univers. Donc on peut expliquer à partir d'une seule œuvre la totalité de l'univers, des principes métaphysiques de l'univers. On n'a pas besoin d'une autre. Hein? Tu casses la Vénus de Milo. Tu casses la Vénus de Milo. Pourquoi? Elle est intègre. Elle l'est plus. Elle l'est plus. On la considère comme belle quand même. Ben parce que, il faut voir, même si elle n'a plus de bras, parce qu'elle en a eu, pourquoi continue-t-on à être fasciné par cette Vénus de Milo, ou par la victoire de Samothrace, ou, je sais pas, par la Joconde, alors qu'il y a tant d'autres belles œuvres, par exemple au Louvre, c'est 3-4 œuvres qui continuent au-delà des guides, c'est ça qu'il faut voir. Bon, il y a quand même une fascination. Donc, la Vénus de Milo, ce serait intéressant de l'étudier, ça a été fait, hein. Au-delà du plaisir sensuel qu'on peut avoir à la regarder, de voir quels sont les principes d'harmonie, les principes d'entièreté qu'il y a. Et c'est justement ça qui est formidable, c'est que même sans bras, elle continue d'être intègre. La victoire de Samothrace, mais disons, même mutilée, et c'est ça qui est quand même justement un peu questionné, même mutilée, il y a quelque chose qui passe. Et qui peut émouvoir un Chinois, un Japonais, enfin, l'être humain. Bon, donc l'intégrité, la totalité. Autre critère, la simplicité et l'unité. L'unité, ça c'est vraiment quelque chose d'important. L'unité, mais aussi la simplicité. C'est-à-dire qu'il y a un refus dans le classique de tout ce qui est excès d'ornementation un peu baroque, tout ce qui est parure, tout ce qui n'est pas essentiel. Ça, c'est très... Quand on revient au classique, c'est-à-dire qu'on revient à des choses plus simples. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des variantes. Je pense au gothique, on va partir d'un gothique assez sévère, jusqu'au gothique flamboyant, baroque. Mais il y a dans ce modèle classique toujours cette recherche de simplicité. Si quelque chose n'est pas essentiel, on ne le met pas. Hein, c'est pour ça que, par exemple, dans les temples grecs, hein, cette architecture du temple grec, Parthénon ou autre, bon, il y a ce sentiment de rigueur. Hein, c'est-à-dire que dans la roman, on touche à l'essentiel et on éduque donc les individus à ce qui est essentiel. Hein. Donc pas de complications qui ferait disparaître l'unité de l'œuvre. C'est pour ça qu'il y a cette exigence de simplicité pour pas faire éclater l'œuvre dans trop de directions différentes. L'immobilité, la sérénité. Oui, l'immobilité et la sérénité, c'est-à-dire à partir du moment où le beau ne représente pas ce qui change, mais ce qui dure. Ce qui dure est associé au bonheur. C'est pour ça qu'il y a cette recherche de visage serein, pas forcément très exubérant ou très souriant, mais qui témoigne d'une profondeur ou d'une sérénité intérieure. Bon, c'est évident que quand on voit le passage de l'art égyptien à l'art grec, l'art grec archaïque, où on a ces statues qui sont très tout à fait fascinantes, mais avec un visage impassible ou un très léger sourire sur les lèvres, c'est pour signifier cette stabilité, cette atemporalité, cette sérénité intérieure, et qui doit évidemment se transmettre à celui qui regarde. Parce que tous ces principes d'intégrité, totalité, ordre, harmonie qui sont dans l'œuvre sont là pour transmettre
ces règles à celui qui les contemple, et donc à transformer celui qui les contemple. Puisque ça, c'est un autre élément très important qu'on trouve chez Platon, qui est que l'art a une fonction éducatrice essentielle de l'être humain. C'est pour ça que aussi les tragédies avaient pour objectif ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire la purification de l'âme de ceux qui assistaient au spectacle. C'était pas simplement de raconter une histoire, c'était de faire en sorte que le public ressorte différent de l'état dans lequel il était rentré. Ça participe collectivement à quelque chose. Ça s'appelle la fameuse catharsis. On purifie les émotions mentales et il y a quelque chose qui se passe. Donc ça, c'est la fonction éducatrice de l'art. De contempler une œuvre doit transformer. Et si elle ne transforme pas, c'est qu'elle n'est pas porteuse de ces principes métaphysiques. C'est que l'artiste est tombé un peu à côté. Où il a mis un tout petit peu peut-être de sa subjectivité en avant et ça a détourné le principe. Donc la sérénité, c'est-à-dire on ne représente pas ce qui disparaît, ce qui se transforme continuellement. C'est pour ça qu'avec l'art romain que je citais tout à l'heure, l'art du portrait, on a vraiment une rupture parce que certains sculpteurs ont voulu vraiment représenter les visages tels qu'ils étaient, avec les rides, avec voilà, César ou d'autres, ou les empereurs, ça. Et après, ils sont allés très loin. Mais c'est très vivant. Enfin, on se croirait en face de la personne quand on voit ces visages, c'est extraordinaire. Mais il y a eu après un retour au classicisme pour justement effacer tout cette affre ces affres du temps et revenir à quelque chose d'un peu plus idéal. Pour justement que l'on ne se retrouve pas dans cette vie qui s'écoule, mais dans ce qui est atemporel. Et quelle est la place de la Renaissance là? Parce que c'est tellement différent comme interprétation des visages. Oui, si, mais la Renaissance, de toute façon, c'est un retour. C'est un retour au modèle classique, si tant est qu'il n'ait jamais été abandonné. Autre élément, oui, mais donc, quand on voit ces visages, on voit les dieux grecs ou les héros grecs, c'est toujours un visage de jeunesse. Sauf quand il y a justement cette idée de tragique de l'existence humaine, où il y a parfois difficulté à vivre cette atemporalité. Mais là, on est toujours dans ce monde où on essaie de tendre vers quelque chose d'idéal. Donc il y a aussi la félicité, donc sérénité, félicité. On représente ce qui est heureux. La clarté, c'est une autre règle, que je disais tout à l'heure, puisque le beau classique est l'éclat de la perfection de l'être, donc c'est associé à la lumière. Donc tout ce qui est lumineux, clair, va être valorisé. Le contraste, bien sûr, clarté, obscurité aussi, mais il y a un refus de ne représenter que ce qui est sombre, obscur. Alors le noir dessous là, je ne sais pas où le classer, mais bon, le noir renvoie à la lumière aussi, il peut y avoir toute la lumière du noir, l'absence de couleur. Cela, j'ai expliqué oui. Que dans ces différentes nuances de noir, il y a la bien sûr, qui prétend à la lumière. Bien sûr. C'est pour ça que quand je dis lumière, clarté, il faut évidemment faire très attention. Il s'agit pas du noir sensible, parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que cette œuvre magnifique, là, bon, elle n'est pas belle, ce qui serait une aberration. Il s'agit de l'idée, du principe lumineux. Et donc, effectivement, derrière le noir, il y a la lumière. Et c'est ça le génie du garçon, c'est de faire transparaître cette lumière à travers la couleur qui est une absence de lumière. Couleur. Bon, ça, on se rend bien compte qu'on ne peut pas tous
faire les tableaux entièrement noirs et que ce soit génial. D'accord? Ah, elle n'est pas convaincue, Jacqueline. Bon, faut essayer. Les impressionnistes ne parlaient que de lumière. Oui, lumière. Et là, c'est la lumière de la nature. Bon, je pense aux Sainte Victoire de Cézanne. Bon, c'est l'exaltation de la lumière. Enfin, nos peintres du Midi, ils sont très classiques de ce point de vue. Parce que cette Sainte Victoire, elle est transfigurée, elle est lumineuse. Et bon, nous ne parlons pas de Van Gogh, c'est des peintres de la lumière. On les appelle d'ailleurs comme ça. Donc, là, on voit justement la pérennité de ce modèle classique à travers des courants qui ne le sont pas forcément, qui sont là aussi pour aider. Et enfin, la vérité. Il y a une relation, il y a une règle que le beau est nécessairement vrai, puisque la vérité n'existe pas sans la beauté. Alors ça, c'est très intéressant, ce lien du beau avec le vrai, puisque ça c'est, mais peut-être je parlerai un peu plus la semaine prochaine, par rapport à la vision platonicienne et de l'imitation. Vous savez, dans la République, il y a un passage qui est toujours très, 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 très polémique, parce que Platon s'en prend aux poètes. Il dit, bon, voilà, la poésie, ce n'est pas de l'art, il faut chasser les poètes. Et on dit, bon, ce Platon, il n'a rien compris à l'art. Bon. Je crois que c'est plus complexe que cela. En fait, c'est plus complexe que cela. Platon est fasciné par l'art. Lui-même est un artiste. Enfin, si on en croit la tradition qu'il était d'abord poète avant d'être philosophe, il croit énormément, il a une très grande confiance dans le rôle éducateur de l'art. Donc il ne faut pas se méprendre. Pourquoi a-t-il des accusations contre la poésie, contre les poètes? C'est par rapport au statut de l'imitation. Là, c'est par rapport à la vérité. Il dit il y a deux manières d'imiter. Soit on imite et on cherche à faire une copie vraiment fidèle du modèle. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de confusion chez le spectateur. Il y a ce qu'on regarde, c'est une copie, mais cette copie doit s'effacer au profit du modèle. C'est-à-dire que derrière la copie, on doit pouvoir voir le modèle. Et dans ce cas-là, on ne prend pas la copie pour le modèle. Il n'y a pas de confusion possible. Et dans ce cas-là, oui, l'art est une imitation, mais une imitation noble, puisque cette copie nous amène justement au modèle, donc aux principes métaphysiques qui sont dans le modèle. Il y a un rôle de passage. En ce sens, oui, l'œuvre d'art est noble. Ce qu'il va par contre condamner de manière assez forte, effectivement, c'est ce qu'il appelle le simulacre. C'est-à-dire le trompe-l'œil. Ça qui sera contre la perspective. Ce qu'il appelle le simulacre, ce qu'on avait étudié un petit peu dans le sophiste, c'est-à-dire la copie qui veut se faire oublier en tant que copie et qui prétend refléter, vraiment être le modèle. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une ressemblance avec le modèle, mais une identité avec le modèle. Et là, il dit, il y a confusion des genres. C'est-à-dire qu'on maintient l'homme dans l'ignorance, dans l'illusion, et ça, c'est négatif. C'est pour ça que parfois, il va juger certaines œuvres poétiques comme négatives, parce que faisant prendre l'œuvre pour le modèle. Vous voyez, c'est plus subtil qu'on le dit en général. Non, il n'aime pas l'art. Il est très sensible à ça. Il pense que la poésie et la musique, qui sont les deux arts qui sont des arts aussi mathématiques, parce que dans la poésie, c'est très mathématique, et dans la musique, évidemment, il y a une fonction éducatrice essentielle, mais à condition de pas faire prendre pour vrai ce qui n'est qu'une copie, qu'un reflet.
C'est pour ça, bon, par rapport à la mythe de la caverne, un paradigme de la ligne, c'est très clair que l'art peut être à ce moment-là au service de l'ignorance et de l'illusion. Comme il peut être, si c'est une copie fidèle, qui se présente comme telle, elle peut être là aussi un outil d'ascension et d'éducation. Vous voyez, c'est plus subtil, disons, par rapport à ce statut de l'art, de l'artiste dans la cité. Évidemment, l'artiste a sa place dans la cité. Mais pourquoi ils s'en prennent plutôt à la poésie? Parce qu'à l'époque, il y a la cité d'Athènes, il y avait beaucoup d'Aèdes, beaucoup de poètes. Il ne va pas critiquer Homère, hein, mais beaucoup de poètes qui se prennent pour des génies et qui vont créer des poésies qui, pour lui, ne font que éloigner l'auditeur de la lumière et de la vérité. Par rapport à ça, par rapport au statut de la vérité. C'est-à-dire, on ne doit pas tromper. Molière aussi fustige aussi les gens qui font le trisotin, je crois. Oui. Disons que c'est toujours cette idée, est-ce que l'œuvre, toute copie qu'elle soit, hein, c'est pas un problème, est-ce que l'œuvre réveille quelque chose de supérieur, de métaphysique chez le spectateur ou l'auditeur, ou est-ce qu'elle fait une barrière de plus? Est-ce qu'elle enchaîne un peu plus à la caverne, ou est-ce qu'elle est libératrice? Voilà. Donc c'est vrai que dans la vision classique, l'œuvre d'art donc métaphysique est là pour libérer des beaux sentiments, libérer des belles images, faire monter la personne, et pas l'enchaîner plus au monde sensible. La poésie, justement, fait beaucoup monter. Je trouve que la poésie, à la limite, la vraie et la belle. Ah, la vraie et la belle. Oui, mais disons, la poésie, bon, ben voilà. Il y a... Ah, ben ça, chacun peut donner son classement. Hein. Mais quand on dit la poésie, oui, mais pas forcément toutes les poésies. Voilà. Il y a des poésies qui traversent le temps et qui sont les vraies et les belles. Vous voyez, dans ce sentiment de vérité. C'est vrai. Et puis, il y a celles qu'on va vraiment oublier, et il vaut mieux parfois les oublier. Voilà, donc c'est ça. Est-ce que ça libère ou est-ce que ça enchaîne? Et ça, c'est quelque chose, c'est un critère que l'on peut vraiment appliquer. Enfin, quand on écoute une œuvre, quand on voit un tableau, un monument, bon, est-ce que ça élève? Est-ce que vraiment je ressens un sentiment d'élévation et ça m'amène à contempler quelque chose de supérieur? Ou est-ce que ça me laisse, même pas indifférent, mais ou ça conforte, ou ça même parfois ça peut éloigner, avec des sensations un peu bizarres, éloigner de cette vérité, de cette lumière. Oui. En matière d'urbanisme, Platon n'aimerait pas Orimo, qui est une copie du village de pêcheurs sans pêcheurs. Un village de pêcheurs sans pêcheurs. Orimo, il y a des façades qui représentent le village de pêcheurs, c'est Spolier qui est architecte et tout ça. Oui. Donc on est dans le contexte d'un village de pêcheurs, mais c'est pas du tout un village de pêcheurs, c'est un village politique. Donc c'est un faux, c'est un simulacre. C'est un simulacre. Il attaque beaucoup, oui, tout ce qui est simulacre. Parce que le problème n'est pas tant le simulacre qu'on ne se rend pas compte que c'est un simulacre. Je pense que par rapport à tout ce qui est trompe-l'œil, là aussi c'est quelque chose qu'il abhorrait. Parce que le trompe-l'œil trompe l'œil. Ou certaines perspectives où on a vraiment l'impression. C'est vrai que quand il y avait la façade là, sur le centre, le palais de la Bourse, c'était tellement bien fait qu'on avait vraiment l'impression. Bon, alors là, ça trompe nos sens. Alors, et même si on le sait, c'est ça qui était fabuleux, on avait vraiment l'impression d'aller vers là, mais vous vous rappelez quand il y avait... Et maintenant, ils font des façades comme ça. Ça, c'est le simulacre que condamne Platon. Parce que pour un qui se rendra compte que c'est du simulacre, il ne se laissera pas avoir, et les autres, on va se faire avoir. Et ça peut être très joli, un trompe-l'œil, c'est pas le problème. Mais pour Platon, il y a un problème métaphysique. Que, voilà, ça nous éloigne
du modèle. Ça nous éloigne de l'être. Bon, alors... Ça a sonné, oui. Je vais vous... ce que je vous propose... Il y a des choses que je voulais traiter aujourd'hui, que je traiterai la semaine prochaine. Je bascule un petit peu, je me ferai trop tard. Je vais vous lire simplement, pour clôturer ce modèle classique, un petit passage de Plotin. Puisque, bon, on a Platon, Aristote aussi, qui va beaucoup s'intéresser à la technique de l'art. Mais il y a Plotin, dans la première Énéade, il dit des très belles choses par rapport à cette ascension mystique que nous permet le beau. Ce qu'on va trouver, et ça je vous renvoie, on n'aura pas le temps de le traiter, je vous renvoie aussi au texte de Platon du banquet, avec la fameuse intervention de Diotime. De Diotime, la prêtresse de Mantinée, qui va être un peu l'initiatrice de Socrate, et qui va expliquer les 6 étapes de l'ascension vers le beau. Parce que ça, vous voyez, assez codifié en fait, où Diotime explique à Socrate que il faut partir de la beauté d'un corps, pour ensuite s'élever à la beauté des corps, c'est-à-dire de comprendre que derrière la multiplicité des corps, il y a une unité, donc la beauté est une. Ensuite, la beauté des âmes, et puis la beauté des actions, qui nous amène à la beauté d'une vie politique ou éthique, la beauté des connaissances, donc la beauté du savoir, il y a une attraction du savoir par rapport aux beaux enseignements, aux belles idées, pour finir par la contemplation de l'idée du beau en lui-même, ou en elle-même, et l'idée du bien. C'est-à-dire que cette ascension que permet le beau est associée à l'amour, au désir du beau. Platon est convaincu, et Plotin aussi, qu'il y a dans l'être humain une attraction pour le beau, qu'il y a cet amour du beau, qu'il y a ce désir du beau. Et que c'est ce désir ou cet amour qui nous fait monter les échelons du monde sensible, des corps, jusqu'au plus haut du monde intelligible. De contempler l'idée du bien, et donc contempler le beau, contempler la beauté, est une attitude mystique. En tout cas, peut nous conduire à cette réintégration dans le beau qui est dans l'unité. Alors, c'est ce que dit aussi Plotin. Que voit donc cet œil intérieur, l'œil intérieur? Dès son réveil, il ne peut bien voir les objets brillants. Il faut accoutumer l'âme elle-même à voir d'abord les belles occupations, puis les belles œuvres, non pas celles que les arts exécutent, mais celles des hommes de bien. Parce que, ça c'est dans la tradition grecque, il y a toujours une association entre le beau et le bien. Ce qui est beau est bien, ce qui est bien est beau. Puis il faut voir l'âme de ceux qui accomplissent de belles œuvres. Comment peut-on voir cette beauté de l'âme bonne? Reviens en toi-même et regarde. Si tu ne vois pas encore la beauté en toi, fais comme le sculpteur d'une statue qui doit devenir belle. Il enlève une partie, il gratte, il polit, il essuie jusqu'à ce qu'il dégage de belles lignes dans le marbre. Comme lui, enlève le superflu, redresse ce qui est oblique, nettoie ce qui est sombre pour le rendre brillant, et ne cesse de sculpter ta propre statue, jusqu'à ce que l'éclat divin de la vertu se manifeste, jusqu'à ce que tu vois la tempérance siégeant sur un trône sacré. Es-tu devenu cela? Est-ce que tu vois cela? C'est une très belle image, très beau texte sur comment sculpter une statue, mais aussi sculpter sa propre statue intérieure. Où on a un bloc de marbre, c'est bien parce que c'est noble, du bronze. Ce qu'on ne peut pas faire avec le bronze, ce qu'on fait avant. Mais dans le marbre, alors, on a déjà la forme à laquelle on veut aboutir, et il faut gratter, enlever, polir tout ce qui est superflu. C'est pareil avec sa statue intérieure.
Est-ce que tu as avec toi-même un commerce pur, sans aucun obstacle à ton unification, sans que rien d'autre soit mélangé intérieurement avec toi-même? Es-tu tout entier une lumière véritable? Non pas une lumière de dimension ou de forme mesurable, qui peut diminuer ou augmenter indéfiniment de grandeur, mais une lumière absolument sans mesure, parce qu'elle est supérieure à toute mesure et à toute quantité. Te vois-tu dans cet état? Tu es alors devenu une vision. Aie confiance en toi, même en restant ici, tu as monté. Tu n'as plus besoin de guide, fixe ton regard et vois. Ça, c'est l'expérience de Plotin par rapport au beau, à la lumière, au fait de se sentir guidé, monté par cet appel du beau, cet amour, ce désir du beau, qui n'est pas plaisir, qui est vraiment désir, appel, attraction. Et que cette contemplation, elle est à la fois de la nature, bien sûr, des œuvres d'art, mais aussi de ce qui est beau en soi. Et c'est ce qui donne confiance, et confiance en toi, être sûr que voilà, dans chaque être, il y a cette lumière, ce beau qui ne demande qu'à s'exprimer. Mais pour ça, il faut gratter, il faut enlever le superflu. Ça veut dire enlever le superflu, ça veut dire qu'il est là, ce beau, cette lumière. Il y a simplement des choses qui sont en trop, qui font barrage. Il n'y a rien à ajouter. C'est pour ça qu'il y a cette vision que dans le bloc de marbre brut, l'artiste voit déjà l'œuvre qu'il va faire. Il y voit les règles, les principes qu'on a un petit peu évoqués. Et après, c'est simple. Et le geste est assuré. Puisqu'on voit qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut gratter, qu'est-ce qu'il faut polir. Mais la vision est liée. C'est pour ça que, évidemment, il y a aussi dans le modèle classique cette très grande importance de l'œil, de la vision. Même dans les œuvres musicales, il y a le fait de voir la structure, la métaphysique qu'on va incarner. Et après, c'est le choix des matériaux, des couleurs, des sons. Mais il y a quelque chose à incarner qui dépasse.